Imagine un soir où tout semble paisible sur la côte irlandaise. Les brumes flottent doucement sur la rivière Liffey. Les habitants d'Athcliath, ce gué qui relie deux mondes, dorment, insouciants. Mais cette nuit, tout change. Car à l'horizon, de longues silhouettes effilées glissent sur l'eau. Ce sont les dracars, ces bateaux vikings taillés pour la conquête et l'aventure. Savais-tu que les vikings venus de Scandinavie ont réussi à s'emparer d'une des plus grandes villes d'Irlande en une seule nuit? Oui, Athcliath, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Dublin, est tombé sous leur coup lors d'un assaut aussi audacieux qu'inattendu. Mais comment une poignée de guerriers venus du Nord a-t-elle pu dominer une île réputée insoumise? C'est ce mystère, à la fois fascinant et bouleversant, que je te propose de découvrir aujourd'hui. Remontons dans le temps, jusqu'en l'an 841 après Christ. L'Irlande n'est encore qu'une mosaïque de petits royaumes celtes, chacun avec ses traditions, ses chefs et surtout ses monastères regorgeant de trésors. Les Vikings, eux, sont déjà célèbres pour leurs raids éclairs sur les côtes européennes. Mais cette fois, ils vont plus loin. Ils ne viennent pas seulement piller, ils veulent s'installer, construire et peut-être même régner. La bataille d'Athcliath n'est pas un simple affrontement. C'est un tournant, le début d'une nouvelle ère. Sous la direction du chef Turgeis, les Vikings surprennent les habitants, traversant la rivière en silence avant de frapper. Les Irlandais, pris de court, ne comprennent pas ce qui leur arrive. En quelques heures, la ville change de main. Les Vikings ne repartent pas. Ils bâtissent un camp fortifié, un Longfort, qui deviendra plus tard la ville de Dublin, cœur palpitant du commerce nordique. Ce qui est incroyable, c'est que Turgeis, le chef viking, ne se contente pas de la victoire. Il se proclame roi de tous les étrangers en Irlande et épouse une princesse locale, tissant des liens inattendus entre deux mondes qui jusque-là s'ignoraient. On raconte même que les Irlandais, dans une tentative désespérée, ont essayé de bloquer la rivière Liffey avec d'immenses chaînes de fer pour empêcher d'autres dracars d'arriver. Mais rien n'arrête vraiment les Vikings. Leur soif de découverte, leur capacité à s'adapter, à commercer, à s'allier parfois avec leurs ennemis, forment la trame de cette histoire. Alors, si tu veux explorer plus d'histoires épiques, abonne-toi à Chroniques du Moyen-Âge. Like cette vidéo si, toi aussi tu es fasciné par les grandes aventures vikings et partage en commentaire. Aurais-tu survécu à un raid viking? La nuit d'Athcliath n'était que le début. Imaginez l'Irlande du 8e siècle après Jésus-Christ. Ce n'était pas un pays unifié comme nous le connaissons aujourd'hui, mais plutôt une mosaïque fascinante de petits royaumes celtes qui se disputaient constamment des territoires grands comme nos départements actuels. Chaque colline, chaque vallée semblait avoir son propre roi, et ces souverains passèrent leur temps à se quereller pour des questions d'honneur, de bétail ou de frontières floues. Mais ce qui rendait cette île vraiment unique, c'était sa richesse spirituelle extraordinaire. L'Irlande était devenue le joyau du christianisme occidental, surnommé l'île des saints et des savants. Des centaines de monastères parsemaient le paysage verdoyant, véritable phare de connaissances, dans une Europe encore marquée par les bouleversements de la chute de Rome. Ces sanctuaires abritaient non seulement des moines dévoués, mais aussi des trésors inestimables, manuscrits enluminés d'or, calices d'argent, reliques serties de pierres précieuses. Ce qui fascine, c'est que ces richesses étaient souvent mal protégées. Les moines irlandais vivaient dans une confiance presque naïve, persuadés que leur foi suffirait à les préserver du mal. Les monastères n'avaient pas de murailles imposantes comme les châteaux continentaux. Ils s'ouvraient généreusement sur la campagne, accueillant pèlerins et voyageurs avec une hospitalité légendaire. C'est dans ce contexte de prospérité paisible que les premiers dracars sont apparus à l'horizon vers les années 790. Au début, personne ne comprenait vraiment ce que représentaient ces navires étranges aux proues sculptées de dragons. Les Vikings n'étaient encore que des rumeurs venues du Nord, des histoires que se racontaient les marins dans les tavernes des ports. Le premier raid documenté eut lieu sur l'île de Rathlin au large de la côte nord. Puis ce fut le tour de Lambay Island, près de l'actuel Dublin. À chaque fois, le même schéma se répétait. Des guerriers blonds surgissaient de la brume matinale, pillaient tout ce qui avait de la valeur et disparaissaient avant que quiconque puisse organiser une résistance efficace. Ce qui motivait ces hommes du Nord était aussi simple que redoutable, l'or et les esclaves. L'Irlande représentait pour eux une terre promise, un territoire où ils pouvaient s'enrichir rapidement, sans affronter les armées organisées des empires continentaux. Les monastères irlandais
étaient comme des coffres forts ouverts, remplis de richesses accumulées pendant des générations. Mais vers 841, quelque chose changea dans la stratégie viking. Ils ne se contentaient plus de raids éclairs. Ils avaient décidé de rester, de s'installer, de conquérir, et leur regard s'était posé sur un endroit particulier, At Cliat. At Cliat, dont le nom gaélique signifie « gué des claies », était bien plus qu'un simple passage sur la rivière Liffey. C'était un carrefour naturel où se croisaient les routes commerciales de toute l'île. Depuis des siècles, les marchands irlandais s'y retrouvaient pour échanger bétail, céréales, artisanat et nouvelles. Le site offrait tout ce que pouvaient désirer des conquérants ambitieux. Une position stratégique, un accès facile à la mer par la rivière et une population prospère à contrôler. Les habitants d'At Cliat menaient une vie paisible, rythmée par les saisons et les marchés. Ils étaient orfèvres, forgerons, tisserands, éleveurs. Certains parlaient peut-être du danger viking autour de leur foyer le soir, mais la plupart pensaient que leur petit gué sur la Liffey était trop modeste pour attirer l'attention de ces terribles guerriers du Nord. Ils ne pouvaient pas imaginer que leur paisible carrefour commercial était sur le point de devenir le théâtre de l'un des tournants les plus décisifs de l'histoire irlandaise. Les Vikings avaient jeté leur dévolu sur At Cliat non par hasard, mais avec la perspicacité de stratèges expérimentés qui savaient reconnaître la valeur d'une position géographique exceptionnelle. Le piège se refermait lentement sur cette communauté insouciante, sans qu'elle s'en doute le moins du monde. La nuit du raid de 841 restera à jamais gravée dans la mémoire collective irlandaise. Cette nuit-là, l'histoire bascula de manière irréversible, et tout commença par un silence troublant sur la rivière Liffey. Imaginez ces dracars glissant sur les eaux sombres comme des ombres géantes. Les Vikings avaient perfectionné l'art de la navigation fluviale, et leurs navires étaient conçus pour cela. Contrairement aux lourdes embarcations méditerranéennes, les dracars possédaient un tirant d'eau si faible qu'ils pouvaient naviguer dans moins d'1 mètre d'eau. Cette caractéristique technique, qui peut sembler anodine, était en réalité leur arme secrète. Les rameurs vikings avaient enveloppé leurs rames de tissu pour étouffer le moindre bruit. Ils connaissaient chaque méandre de la Liffey, car ils l'avaient étudié lors de précédentes reconnaissances. Ce qui fascine les historiens, c'est la précision de leur préparation. Ces hommes n'improvisaient pas, ils planifiaient chaque détail avec une minutie remarquable. À la tête de cette expédition se trouvait Turgeis, un chef dont le nom allait marquer l'histoire irlandaise. Turgeis n'était pas un simple pillard, mais un véritable visionnaire militaire qui avait compris que l'Irlande pouvait devenir bien plus qu'une terre de raids occasionnels. Il voyait dans cette île verte une opportunité de créer un royaume viking durable. Lorsque les premiers rayons de l'aube percèrent la brume matinale, les habitants d'At Cliat se réveillèrent dans un cauchemar. Les Vikings avaient choisi ce moment précis avec une intelligence tactique remarquable. L'aube est 7 heures où la vigilance humaine est au plus bas, où même les sentinelles les plus consciencieuses luttent contre le sommeil. Les guerriers nordiques surgirent des brumes comme des apparitions venues d'un autre monde. Leur apparence physique frappait déjà l'imagination. Grands, souvent blonds, portant des armures de mailles qui scintillaient dans la lumière naissante. Mais ce qui terrifie le plus les témoins de l'époque, c'était leur coordination parfaite. Ces hommes bougeaient comme un seul être, chaque geste calculé, chaque mouvement synchronisé. La communauté d'At Cliat fut prise totalement au dépourvu. Les habitants avaient beau connaître les récits de raids vikings sur d'autres sites, ils n'avaient jamais imaginé que leur paisible gué puisse devenir une cible. Cette naïveté, bien compréhensible à l'époque, leur coûta cher. Ce qui distingue cette bataille de tant d'autres, c'est sa rapidité déconcertante. En quelques heures à peine, tout était terminé. Les Vikings ne cherchaient pas un affrontement prolongé. Ils visaient l'efficacité maximale avec un minimum de pertes dans leurs rangs. Les défenseurs irlandais, réveillés en sursaut, n'eurent pas le temps d'organiser une résistance cohérente. Ils se battaient individuellement ou par petits groupes, sans coordination, sans plan. Face à eux, les Vikings déployaient des tactiques rodées par des décennies de campagnes militaires à travers l'Europe. Une fois la victoire acquise, Turgeis révéla la véritable ampleur de ses ambitions. Au lieu de piller et de repartir comme l'avaient fait ses prédécesseurs, il ordonna la construction immédiate d'un long fort. Ce terme viking désignait un camp fortifié spécialement conçu pour servir de base permanente. Le choix de ce mot est révélateur. Long signifie navire et forte fortification.
C'était littéralement un fort pour protéger les navires, mais aussi une tête de pont pour des opérations futures. L'emplacement du Longfort fut choisi avec un génie stratégique remarquable. Situé à la confluence de la Liffey et de la Podol, il contrôlait non seulement le passage fluvial, mais aussi les routes terrestres convergeant vers ce carrefour naturel. Cette position allait devenir le cœur de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Dublin. La nouvelle de la prise d'Athcliat se répandit comme une traînée de poudre à travers l'Irlande. Pour la première fois, les rois celtes locaux comprirent que ces Vikings représentaient une menace existentielle pour leur mode de vie traditionnel. Plusieurs royaumes irlandais tentèrent de s'unir pour reprendre le site. Cette alliance temporaire était déjà remarquable en soi, car ces rois passaient habituellement leur temps à se quereller entre eux. La menace viking avait réussi ce que des siècles de diplomatie n'avaient jamais accompli, rassembler les Irlandais face à un ennemi commun. Mais les fortifications vikings résistèrent à tous les assauts. Les palissades de bois, renforcées de terre et de pierre, formaient un système défensif que les Irlandais n'avaient jamais rencontré auparavant. Les Vikings avaient également l'avantage psychologique. Ils savaient qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, ce qui renforçait leur détermination. Ce qui rend cette bataille particulièrement émouvante, ce sont les détails humains que nous révèlent les chroniques de l'époque. Les moines irlandais, témoins horrifiés de ces événements, décrivent dans leurs manuscrits des scènes qui nous touchent encore aujourd'hui. Ils parlent de familles séparées dans la confusion, d'artisans voyant leurs œuvres détruites, de marchands perdant en une nuit le fruit de toute une vie de labeur. Mais ils évoquent aussi des actes de bravoure silencieux, des habitants qui aidèrent d'autres à fuir, des résistants improvisés qui retardèrent l'avancée viking pour permettre à des innocents de s'échapper. La Liffey elle-même devient dans ces récits un personnage à part entière, témoin muet de ce basculement historique. Cette rivière qui avait porté pendant des siècles les barques paisibles des marchands et des pêcheurs se transformait en voie de conquête, en artère d'un nouvel ordre qui allait façonner l'Irlande pendant les 2 siècles suivants. Cette nuit de 841 ne fut pas seulement une victoire militaire. Ce fut le moment où l'Irlande entra de plein pied dans l'âge viking européen, avec toutes les transformations profondes que cela impliquait pour sa société, son économie et son destin. Imaginez un instant ce chef viking qui débarque en Irlande et se proclame audacieusement roi de tous les étrangers en Irlande. Turgeis n'était pas simplement un pillard comme les autres. Cet homme avait une vision bien plus ambitieuse que de simples raids côtiers. Il comprenait que pour vraiment contrôler un territoire, il fallait s'intégrer à sa structure sociale. C'est pourquoi il prit une décision qui surprit même ses propres guerriers. Il épousa une princesse irlandaise. Cette union n'était pas romantique, bien sûr, mais terriblement stratégique. En s'alliant aux nobles locaux, Turgeis légitimait sa présence aux yeux des Irlandais. Soudainement, il n'était plus seulement un envahisseur, mais un dirigeant reconnu par les lignées ancestrales. Cette tactique révèle quelque chose de fascinant sur l'intelligence politique des Vikings. Contrairement à l'image de barbares sans cervelle qu'on leur attribue souvent, ils savaient parfaitement naviguer dans les complexités diplomatiques européennes. Turgeis transformait la conquête brutale en règne accepté. Mais l'aspect le plus troublant de cette domination viking reste peut-être le commerce des esclaves. Les Vikings ne se contentaient pas d'or et de bijoux lors de leurs raids. Ils capturaient systématiquement des milliers d'Irlandais, hommes, femmes et enfants, qu'ils exportaient vers les marchés d'Europe et du Moyen-Orient. Ces esclaves blancs étaient particulièrement prisés dans les souks de Constantinople et les ports méditerranéens. Les chroniques de l'époque parlent de convois entiers d'Irlandais enchaînés, traversant l'Europe pour finir leur vie dans des terres lointaines. Cette traite humaine était si systématique qu'elle vida littéralement certaines régions irlandaises de leur population. Imaginez la tragédie, des familles entières séparées à jamais, des villages fantômes où ne résonnaient plus que les échos du passé. L'impact démographique fut si important que certains historiens pensent qu'il a influencé le développement de l'Irlande pendant des siècles. Face à cette menace grandissante, les Irlandais tentèrent désespérément de riposter. L'une de leurs stratégies les plus ingénieuses fut de tendre un piège fluvial aux navires vikings. Ils coulèrent d'énormes chaînes en travers de la Liffey, espérant bloquer les fameux dracars qui remontaient si facilement le fleuve. Cette tentative révèle à quel point les Irlandais avaient compris l'importance stratégique des voies navigables. Ils savaient que contrôler la rivière, c'était contrôler l'accès à Athcliat. Malheureusement pour eux,
Les Vikings étaient des maîtres dans l'art de la navigation fluviale. Les guerriers nordiques contournèrent l'obstacle avec une facilité déconcertante. Ils portèrent littéralement leurs bateaux par-dessus les chaînes ou trouvèrent des passages alternatifs que les défenseurs n'avaient pas anticipés. Cette flexibilité tactique explique en grande partie pourquoi les Vikings dominèrent si longtemps les voies commerciales européennes. Ces détails nous rappellent que derrière les grandes batailles se cachent toujours des histoires humaines complexes. Turget l'ambitieux, les familles irlandaises déchirées, les ingénieurs locaux tentant désespérément de protéger leurs terres. Chacun avait ses motivations, ses espoirs et ses peurs. La bataille d'Ath-Cliath ne fut donc pas simplement un affrontement militaire, mais le point de rencontre de destins individuels qui allait façonner l'histoire de toute une région. Ces curiosités nous montrent que l'histoire, loin d'être une succession d'événements froids, reste avant tout une collection d'histoires humaines extraordinaires. Ce qui se passa après la conquête d'Ath-Cliath dépasse tout ce que Turgeis et ses guerriers auraient pu imaginer. Ce simple camp fortifié, établi sur les rives de la Liffey, allait devenir bien plus qu'une base militaire. Il se transformerait en l'une des villes les plus influentes d'Europe, Dublin. Les Vikings avaient un don particulier pour transformer leurs conquêtes en centres commerciaux florissants. Ath-Cliath ne fit pas exception. En quelques décennies, le modeste Longfort viking devint le cœur battant du commerce nordique en Atlantique. Des marchands arrivèrent de Norvège, du Danemark, d'Islande et même de Russie pour échanger leurs marchandises. Imaginez cette transformation extraordinaire. Là où résonnaient autrefois les prières des moines irlandais, on entendait désormais le brouhaha de dizaines de langues différentes. Les quais de bois vikings accueillaient des navires chargés d'ambre baltique, de fourrures arctiques, d'argent oriental et d'esclaves de toute l'Europe. Dublin était devenu une fenêtre ouverte sur le monde connu. Cette prospérité commerciale créa quelque chose d'inattendu, une société hybride fascinante. Les Vikings, initialement conquérants, commencèrent à s'intégrer à la culture irlandaise. Ils épousaient des femmes locales, adoptaient certaines coutumes celtes et même parfois se convertissaient au christianisme. Parallèlement, les Irlandais découvraient les techniques nordiques de navigation, de métallurgie et de commerce international. Mais cette domination viking ne se déroula pas sans résistance. Pendant 2 siècles entiers, l'Irlande vécut dans un état de conflit permanent. Les rois irlandais ne cessèrent jamais de rêver de reconquérir leurs terres ancestrales. Génération après génération, ils organisaient des soulèvements, formaient des alliances, cherchèrent le moyen de chasser définitivement ces envahisseurs du Nord. Cette période de 200 ans forge quelque chose d'unique dans l'histoire européenne, un territoire où 2 cultures guerrières s'affrontent tout en s'influençant mutuellement. Les Vikings apprenaient les secrets de la guerre irlandaise, tandis que les Irlandais maîtrisaient les tactiques nordiques. Cette rivalité constante aiguisait les compétences militaires des 2 peuples. L'épilogue de cette longue histoire arriva finalement en 1014 lors de la bataille de Clontarf. Brian Boru, le roi irlandais qui avait passé sa vie à unifier les clans celtes contre l'envahisseur viking, livra le combat décisif près de Dublin. Cette bataille marqua symboliquement la fin de la domination viking en Irlande, même si la réalité fut plus nuancée. La victoire de Brian Boru représentait bien plus qu'un simple triomphe militaire. Elle symbolisait la renaissance de l'identité irlandaise après 2 siècles d'occupation. Pourtant, ironiquement, cette Irlande libérée portait déjà profondément l'empreinte viking dans ses veines. Car l'héritage le plus durable d'Ath-Cliath ne résidait pas dans les batailles ou les conquêtes, mais dans cette fusion culturelle extraordinaire qui s'était opérée au fil des générations. Les Vikings n'avaient pas simplement occupé l'Irlande, ils l'avaient transformée de l'intérieur. Regardez les noms de lieux irlandais aujourd'hui, Waterford, Wexford, Wicklow. Tous portent la marque linguistique nordique du suffixe ford, qui signifie fjord. Ces appellations racontent l'histoire de marins vikings, qui baptisaient les côtes irlandaises avec leurs propres mots. Chaque nom de ville devient ainsi un petit morceau d'histoire vivante. L'art irlandais post-viking révèle également cette synthèse fascinante. Les motifs celtes traditionnels se mêlent au design géométrique scandinave pour créer un style artistique unique au monde. Les bijoux, les manuscrits enluminés, les sculptures de cette époque témoignent d'une créativité née de la rencontre entre 2 esthétiques millénaires. Mais l'héritage le plus profond reste peut-être celui qui coule dans le sang des Irlandais d'aujourd'hui. Les analyses génétiques modernes
révèle que près d'un quart de la population irlandaise porte des marqueurs scandinaves. 2 siècles de cohabitation forcée avaient ancré une nouvelle identité génétique, ni purement celte ni purement nordique, mais authentiquement irlandaise. Cette histoire nous rappelle que les conquêtes ne se résument jamais à des victoires ou des défaites militaires. Elles créent des rencontres humaines complexes qui transforment à jamais les sociétés qui les vivent. Atcliat n'était pas seulement le lieu d'une bataille, c'était le creuset où naîtrait l'Irlande moderne. Imagine, il y a plus de 1000 ans sur les rives brumeuses de la Liffey, l'histoire de l'Irlande a basculé. Atcliat, aujourd'hui connu sous le nom de Dublin, n'était encore qu'un simple gué entouré de petits villages celtes et de monastères paisibles. Mais tout a changé quand les voiles des dracars ont percé la brume, portée par des hommes venus du nord. Ce moment, la prise d'Atcliat, ce n'est pas juste une bataille de plus. C'est le point où les Vikings, ces aventuriers redoutés, ont cessé d'être de simples pillards pour devenir de véritables bâtisseurs. Leur camp fortifié s'est transformé en une ville animée, en un centre de commerce et de rencontres. La vie irlandaise, jusque-là rythmée par les chants des moines et le pouvoir des petits rois, s'est trouvée bouleversée. Les marchés se sont remplis de produits venus de Scandinavie, d'Angleterre, et même de terres bien plus lointaines. Les noms, les objets, les traditions se sont mélangés, et peu à peu, une nouvelle Irlande est née. Mais pose-toi cette question, et si les Vikings n'avaient jamais débarqué? Imagine une Irlande sans Dublin, sans cette grande ville cosmopolite qui allait devenir le cœur battant de l'île. Aurait-elle gardé ses traditions monastiques? Serait-elle restée une mosaïque de petits royaumes, sans route commerciale majeure, sans échange avec le vaste monde? Peut-être, ou peut-être qu'un autre peuple aurait tout aussi bien transformé ce petit coin d'Europe. L'histoire, après tout, est pleine de surprises. Ce qui est sûr, c'est que le passage des Vikings a laissé des traces profondes. On retrouve aujourd'hui dans la génétique irlandaise des origines scandinaves. Les mots, les légendes, et même certains objets découverts sous les rues de Dublin témoignent encore de cette époque où tout semblait possible, où la peur et la fascination se confondaient face à ces étrangers venus du Nord. Alors, si tu as vibré en découvrant l'histoire d'Atcliat, rejoins-nous pour explorer d'autres aventures oubliées. Abonnez-vous à la chaîne Chroniques du Moyen-Âge pour découvrir d'autres batailles oubliées. Aimez si vous êtes touché et dites-nous dans les commentaires quelle autre attaque viking mérite une vidéo. La prise de Paris, le siège d'York? À vous de choisir. L'histoire continue. À toi de choisir la prochaine page.